On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle d'un projet majeur en santé mentale auquel la Fondation Santé va être appelée à contribuer. Donc, vous-même, les entreprises, on en parle. Mais d'abord, parlons de cette grève des enseignants de mercredi matin. Quelles sont leurs revendications? On en discute avec le président local. Mercredi matin, grève des enseignants un peu partout au Québec et ici même en Montérégie. Quelles sont les réelles revendications des enseignants? Question d'en comprendre un peu les motifs. Avec nous pour en parler, le président du syndicat de l'enseignement du Haut-Richelieu, Éric Plourde. Bonjour et bienvenue. Bonjour. C'était annoncé évidemment depuis quelques jours. C'est pas une grève d'une journée ou d'une semaine. C'est pas une grève illimitée. C'est un coup de sonde que vous avez fait mercredi matin, le temps de quelques heures. Expliquez-nous un peu ce qui vous a conduit à ultimement décider de tenir cette journée de grève. Quand on regarde les 2-1, la grève, ça fait déjà 2 semaines qu'elle est annoncée. Là. Ouais. Vous avez raison, c'est un premier coup de semonce. Ce qui nous a amené là, c'est qu'on est en négociation depuis 1 an. Puis aux tables, actuellement, il n'y a rien qui bouge. Quand on regarde les revendications qu'on a aussi aux tables, composition de la classe, la tâche. Quand on regarde la composition de la classe, on va partir par ça, le nombre d'élèves en difficulté, le nombre d'élèves, les services qu'ils ont besoin, les classes spécialisées qui ne sont pas là actuellement. Donc, il y a des demandes dans ce sens-là. Quand on regarde après ça concernant la tâche, ce qu'on demandait, c'est que parce que la tâche, les enseignants sont en surcharge, donc d'avoir du temps de moins avec des élèves, on parlait de 1 heure à 2 heures, pour avoir du temps pour préparer, planifier et autres. Ce qui a été refusé par le gouvernement en disant, bien, écoutez, si on fait ça, là, il y a une pénurie partout, là, on ne sera pas capable. Ça à quoi on a acquiescé, là. Mais en disant, attendez un peu, là, d'accord avec ça, mais par rapport à la composition de la classe, les élèves en difficulté, les enseignants actuellement, ils ont des besoins, là, puis c'est criant, là. Quand on regarde, je ne sais pas si vous êtes familier avec des plans d'intervention, Oui. la moyenne, là, c'est 5 à 6 plans d'intervention par classe, là. Et là, imaginez en tant que parent, là, quand vous en avez un qui est en difficulté, et là, dans la classe, l'enseignant en a 5. J'ai une enseignante qui en a 15 plans d'intervention dans sa classe, là. Fait que là, on est rendu au point de rupture, ça, c'est clair, là. À un moment donné, il y a des choses qu'il va falloir qu'ils se clarifient, là. Est-ce que le moyen d'utiliser celui de la grève demeure le bon moyen pour faire parler de vous autres? Je dis ça dans la mesure où les gens sont sympathiques aux infirmières. Je pense que les gens sont sympathiques aux enseignants, d'autant avec l'année que vous vivez en ce moment, autant pour les enfants que pour les enseignants où c'est pas facile. Et c'est sûr qu'en en posant le geste que vous posez ce matin, vous mettez des parents un peu dans la chenoute, là. Tu sais, c'est un peu ça aussi. Puis je comprends que vous ne faites pas ça de gaieté de cœur, mais je répète ma question. Est-ce que c'est encore le bon moyen de faire parler de soi? Écoutez, oui, non. C'est le moyen ultime, la grève, là. Quand on regarde depuis 1 an, on fait des moyens de pression. Mais les moyens de pression sont très limités, là. Je vais vous donner un exemple. Au niveau des services essentiels, pas de donner de devoirs. On était devant les services essentiels, on a perdu, et là, il faut absolument donner des devoirs. Récréation prolongée. Devant les services essentiels, on a perdu, pas de récréation prolongée. Remise de notes. Fait que tous nos moyens de pression, ou à peu près, sont bloqués. Donc, depuis 1 an, ce qu'on fait, c'est des commandos, on fait de la visibilité. Mais à un moment donné, cette visibilité-là a des limites, là. Et si le gouvernement ne bouge pas, parce qu'il est intraitable, là, toutes les fois, il nous dit on va négocier, on va négocier, on va négocier. Ça fait 3 fois qu'il nous amène aux tables. Puis on se rappellera qu'aux tables, on ne voulait pas y être, là. Lorsque la crise de la pandémie a été déclenchée en mars dernier, nous, c'était clair qu'on ne négociait pas. Le 14, Legault nous a convoqués pour voir en nous disant on veut négocier, êtes-vous prête à, là? Fait que quand vous me questionnez, est-ce que la grève, c'est le moyen ultime, on a été amené là. Et je ferai remarquer, quand on dit aussi amené là, notre premier coup de semonce, là, pour ne pas trop affecter les élèves, on a visé 2 heures le matin. Donc, les classes se donnent là, actuellement, là. Les services se donnent aussi. Là. Les enseignants sont au poste. À 9h31, les enseignants étaient en disponibilité pour travailler. Et donc, l'enseignement à distance et autres, tout s'est enclenché. Pendant ce temps-là, l'employeur, lui, nous amène devant les tribunaux en disant que ça met trop de pression. Vous auriez dû faire une journée de grève complète. À ce moment-là, les élèves n'ont pas de classe durant toute la journée. Est-ce qu'il y avait à priorité les élèves? La réponse est non. En tout cas, quand ils font un mouvement comme celui-là. Là. Mais là, dites-moi donc, en ce mercredi matin, une fois qu'on a repris les cours à 9h31, est-ce que physiquement, il y avait des élèves dans les écoles ou tout se faisait virtuellement? Non. Au primaire, les élèves étaient présents dans l'école. Donc, ça, c'était un automatisme. Au secondaire, et là, est-ce que la commission scolaire a décidé par rapport, parce que ça répète aussi au secondaire, là, mais avec la problématique des autobus, c'est vraiment les autobus qui ont tout géré. Avec la problématique des autobus, ils ont décrété que là, les élèves étaient en enseignement à distance à ce moment-là
En secondaire 1, 2, 3, 4, 5. Là. Donc, 3, 4, 5, c'est enseignement à distance. Secondaire 1, 2, ça varie selon les milieux. OK. Mais sinon, au primaire, dans le fond, les élèves ont fait quoi durant leur première heure? Ils étaient à la maison. Les parents s'en occupaient. C'est la seule Mais ils réponse que je pouvaient peux aller donner. les porter à l'école un peu plus tard. Il ferait un peu plus tard à l'école, oui. Puis c'était impressionnant parce que ce matin, je faisais la tournée, exemple, à Saint-Eugène. Je regardais le filet d'enfants qui s'en venaient à l'école. C'était émouvant, là, c'était de voir les enfants qui s'en allaient. Et là, les enseignants les accueillaient, là, pour être capables d'offrir une prestation de travail le plus rapidement possible. Les enseignants aussi ont fait preuve de souplesse là, par rapport à tout ça. Moi, la question que j'ai demandé à l'employeur, qu'est-ce que vous voulez, là? C'est pas tellement compliqué. Ouais. Ce que la direction va requérir, c'est ce que les enseignants vont faire. Est-ce que c'est un moyen de grève qui est dicté comme étant légal à ce moment-ci des échéances? Oui, il est légal. D'ailleurs, hier, on était au TAT, et là, je parle au niveau national, au tribunal administratif du travail, excusez-moi. Et là, l'employeur a convenu avec nous qu'effectivement, que la grève, elle était légale. Et donc, à ce moment-là, il y a eu entente, et c'est pour ça qu'il y a une conciliation au TAT. La seule chose qu'ils nous ont demandé, c'est assurer la distanciation sociale, le 2 mètres, évidemment. Avec tout ce qui se passe actuellement, les enseignants étaient prêts à ça. Et deuxièmement, quand les jeunes vont arriver à 9h30, 9h31, soyez là pour les accueillir, le déplacement, enseignement et autres. Là. C'est à quoi on a acquiescé, parce que depuis le début aussi, c'était clair. Est-ce que sentez-vous qu'à partir d'aujourd'hui, les choses risquent de bouger? Croyez-vous que les deux parties vont être appelées à se réunir à nouveau en table et que les négociations vont finir par avancer? Écoutez, je suis un grand naïf, là. J'ose espérer que oui, là. Quand on a un gouvernement qui nous dit, là, la priorité, là, depuis que c'est année qui nous dit ça, la priorité, c'est l'éducation, là. Mais quand c'est uniquement dans le discours, je vais vous donner des exemples. Quand on a commencé à négocier, la CAQ nous mettait 40 millions sur la table. Le Parti libéral, en pleine période d'austérité, de coupure, en mettait 80. Le double, là. On est en période d'austérité, là. Puis là, on a un gouvernement qui nous dit, je suis là pour vous, là. Quand on regarde au niveau des revendications, les demandes qu'ils avaient, bien, 90 des demandes, et d'un, il y avait plus de récupération de la part de la CAQ qu'il y en avait du Parti libéral. Et que pour un gouvernement qui voulait faire différent, 90 c'était les demandes du Parti libéral, là. Je reviens à votre question. Est-ce que je suis optimiste? J'espère toujours là, que la lumière va se faire. Là. Mais il y a encore des discussions. Les choses avancent. Aux tables, le message que j'entends, ça se négocie. Mais nous, ce qu'on dit, c'est donner des mandats aux négociateurs. Est-ce que vous envisagez de tenir d'autres moyens de pression ou des journées de grève de quelques heures ou des journées complètes d'ici la fin de la présente année scolaire? Oui. Le mandat de grève qu'on a, nous, actuellement, c'est 5 jours, l'équivalent de 5 jours, qui a été fait de façon progressive. Je vous le disais tantôt. C'est un premier coup de semonce, là. Écoutez-nous, là. Comprenez que dans le système, il y a de la difficulté, là. Et là, tantôt, je parlais des conditions de travail. Si on regarde aussi, exemple, la situation des enseignants, là. Au niveau pan-canadien, là, on est les moins bien payés, là. 14 de moins. Là. Puis c'est pas moi qui le dis, c'est l'Institut de la statistique du Québec, là. 14 de moins que les autres, là. Quand on regarde, avant qu'un prof atteigne le top d'échelon, ça prend 17 ans. Il n'y a aucun autre corps d'emploi que ces 17 ans, là. Nous, on a une situation exceptionnelle parce qu'on est trop nombreux. À un moment donné, tu ne peux pas traiter tes employés comme ça. Pourquoi on a si je suis parti, mais on a si de problèmes de rétention, d'attraction? Bien, ça, c'était mon autre question, parce qu'il y a une stat, moi, qui m'a toujours un peu frappé, puis je ne sais pas si c'est encore bon aujourd'hui, mais on dit en gros qu'il y a à peu près, disons, après 5 ans, vous perdez à peu près 25 des profs. Là. Ça, c'est encore ça aujourd'hui? C'est-à-dire quelqu'un qui devient prof, là, sort de l'université, travaille 5 ans, puis après 5 ans, il y en a 25 qui quittent. Là. C'est exactement ça. C'est encore ça aujourd'hui? Oui. Et à l'autre bout du spectre, j'ai de plus en plus d'enseignants qui prennent leur retraite de façon prématurée parce que les conditions de travail ne sont pas là. Ils sont brûlés. Normalement, un enseignant, là, c'est 35 ans. Et ils ne se rendent pas au bout du 35 ans, la grande majorité, là, brûlés morts. Et surtout avec la COVID, ce qu'on vit actuellement, les gens se disent non, c'est fini, c'est assez, je m'en vais. Donc, il y a une pénurie d'enseignants en ce moment? Oui, une grave pénurie. Là, la COVID, elle s'invite un peu dans le jeu de quelle façon? On comprend qu'au printemps, les écoles ont été fermées, mais en même temps, les profs faisaient d'autres choses aussi à la maison pour garder le lien avec les jeunes, puis tout dépendamment du territoire qu'on habite aussi, là. Puis bon, après ça, à l'automne, on est revenu dans une formule, puis là, le masque, puis là, il y a eu des âges, puis les niveaux scolaires, puis bon. Comment ça se vit à l'intérieur des murs? Puis je comprends qu'on veut tous que nos enfants puissent avoir le plus de scolarité possible actuellement, malgré le contexte, mais comment ça se vit à l'intérieur des murs pour les profs? OK. Première chose, je veux corriger, les enseignants du primaire sont revenus dès l'année passée aussi. Là. Oui. Ils n'ont pas fini l'année, fait qu'ils étaient là. Comment ça se vit?
dans énormément d'improvisation. Actuellement, là, les choses sont improvisées au fur et à mesure. On a des nouvelles directives qui arrivent, port du masque, ainsi de suite. Il y a énormément d'anxiété de tous les côtés. Quand on regarde les enfants qui ont des difficultés, c'est encore accentué par tout ça. Mais les enseignants répondent toujours présents. Je ne sais pas si dans votre milieu, vous connaissez des enseignants, mais un enseignant, là, il est là pour le bien de l'élève. Là. Et je ne dis pas ça parce que je les représente. Là. C'est la réalité. Là. Donc, les enseignants sont là, puis ils se donnent corps et âme. Là. Mais c'est pas toujours, c'est loin d'être simple. Là. Là, quand on parle des masques qui ont été retirés parce qu'ils étaient toxiques, Ouais. et après ça, la semaine passée, on a eu le droit au gel pour les mains qui a été retiré parce qu'il était toxique. Fait que mettez toute cette dose-là, de l'improvisation qui arrive constamment. Tu t'auras que c'est à la pièce. Nous, on a une entente actuellement avec la commission scolaire et les centres de services. Les enseignants, la tâche a été élargie. Les enseignants ont accepté, là, les enseignants du primaire, de donner plus parce qu'on était conscient de la crise, tout ça. Là. Fait que, à ça, mes membres, mes enseignants sont là, ils répondent présents. Là. Sentez-vous que vous avez l'appui des parents malgré les embûches qu'ils ont pu avoir mercredi matin? Malheureusement, pas assez. OK. Parce qu'on regarde, il y a plusieurs parents, oui, qui nous approuvent, là, mais on en a de près tous les types et pour qui l'enseignant devrait être un missionnaire, devrait être encore dans cet esprit-là. Écoutez, j'ai un député de la CAQ, que je nommerai pas, m'a expliqué dans le passé comment c'était bien quand il y avait les petites sœurs qui s'occupaient de faire la récupération. Mais excusez, là, on n'est plus des missionnaires, là, on est des professionnels qui ont à être reconnus. Là. Et ça, c'est encore accentué, mais malgré ça, les enseignants se donnent. Là. Moi, j'ai peur, j'ai hâte de voir comment nos enseignants vont finir là, l'année, là, parce qu'ils vont finir, la grande majorité sont déjà à genoux. Là. Ils sont brûlés, exténués. Là. Éric Plourde, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite, puis on verra bien sûr si les choses vont avancer dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville qui arrive avec un projet d'envergure qu'on veut soutenir pour la santé mentale. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de golf? Oui, donc on va mettre nos masques. Oh oui, c'est vrai, c'est On vrai. parle avec Joey Savoie qui vient tout juste de se qualifier pour le PGA Tour Canada Mackenzie Tour, Alex. Manquez pas ça. Four! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. La Fondation Santé au Richelieu-Rouville nous arrive avec un projet majeur en santé mentale. C'est un projet qui totalise 6 millions de dollars. La contribution de la Fondation, elle, peut s'élever jusqu'à 2,5 millions. C'est le montant qu'on cherche sur une période de 5 ans. 3 invités pour en parler. D'abord en studio, la directrice générale de la Fondation, Julie Coupal. Bonjour. Bonjour, Éric. Accompagnée à distance, protocole sanitaire oblige, une seule personne en studio. D'abord, Dr Evelyne Thuot, qui est chef adjointe département de psychiatrie au CIS de la Montérégie-Centre. Bonjour à vous. Bonjour, M. Latour. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Et accompagné de Benoît Genot, qui est directeur programme de santé mentale et dépendance. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, tout d'abord, Julie Coupal, expliquez-nous un peu comment la Fondation a été amenée, disons, à participer et à contribuer, disons, à ce projet Bâtir ensemble. Ça fait déjà quelques temps, je crois que ça remonte, Benoît pourra le confirmer, en 2018. Benoît Genot et son équipe sont venus présenter à la Fondation un projet dont ils rêvaient depuis quelques temps pour transformer complètement leur unité de psychiatrie. Donc,
présenté le projet à la Fondation. Évidemment, le conseil d'administration a été très touché par la nature du projet, mais aussi par l'impact que le projet va avoir sur une grande partie de la communauté. À la Fondation, on cherche vraiment à aider le plus grand nombre possible de personnes avec l'argent qui nous est confié par la communauté. Et ce projet-là, c'est 2000 personnes chaque année qui est hospitalisées à l'unité de psychiatrie. C'est sans compter, évidemment, tous les employés qui y travaillent aussi, pour qui un nouvel environnement va faire toute une différence. Bon, Benoît Genot, expliquez-nous un peu ce rêve que vous et votre équipe avez eu à expliquer à la Fondation. Oui, mais essentiellement, on avait déjà prévu d'entreprendre des rénovations à l'unité de psychiatrie de l'hôpital du Richelieu. Mais comme vous savez, dans le réseau de la santé, les besoins sont énormes, presque infinis, les ressources sont limitées. Alors, on s'est dit, on va s'associer à la Fondation pour avoir un projet de communauté. On sait qu'une personne sur 5 peut avoir un problème de santé mentale dans sa vie et, tel que mentionné par Julie, plus de 2000 personnes de la communauté de Saint-Jean et des villes environnantes vont être hospitalisés dans notre unité d'hospitalisation en psychiatrie à chaque année. Alors, on s'est dit, on veut avoir un environnement de soins qui va refléter l'intérêt que la communauté a à leur égard. C'est-à-dire un environnement qui est digne, qui est sécuritaire, qui est confortable, un environnement dans lequel les gens qui vont évoluer vont se sentir bien pour recevoir leurs soins. Et ce qu'on a fait au tout début là, de notre démarche, on a rencontré des patients. On leur a posé la question, c'était quoi votre vécu chez vous? Qu'est-ce que vous nous recommandez si vous devez à nouveau être hospitalisé pour avoir une expérience patient qui va être qui va être meilleure pour vous finalement? Et puis déjà, on a mis en place un salon famille pour accueillir les familles de nos patients. On a créé une terrasse extérieure aussi qu'on a réaménagée pour améliorer le confort des gens qui reçoivent des soins chez nous. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'on a entrepris notre planification. Bon, docteur Tuot, expliquez-nous, en tant que psychiatre, quel effet ça peut faire sur le rétablissement d'un patient, le fait d'avoir un environnement qui est propice, un environnement qui est agréable. En quoi ça fait une différence dans le traitement et le rétablissement du patient? Oui, on est vraiment très enthousiaste par rapport à ce projet-là au département de psychiatrie, de proposer un environnement qui est beau, digne, sécuritaire. C'est important parce que avoir une hospitalisation en psychiatrie, c'est pas comme une chirurgie ou être hospitalisé pour un infarctus, par exemple. Ça peut, en médecine physique aussi, mais en santé mentale particulièrement, une hospitalisation peut être déterminante dans une vie. Ça peut être, par exemple, une première hospitalisation d'un jeune adulte pour une psychose. Par exemple, si je donne cet exemple-là, et on peut comparer un premier épisode d'un trouble psychiatrique sévère au début d'un parcours du combattant pour un jeune homme qui est admis en psychiatrie, parfois contre son gré. Ça peut être vécu comme une expérience traumatisante, ça peut être vécu aussi comme une expérience humiliante ou dégradante, alors que c'est un moment qui est crucial où on va être traité pour la première fois pour un problème de santé mentale, développer un lien de confiance avec une équipe qui parfois, peut-être, va le suivre toute sa vie. Donc, d'offrir à cette personne-là un environnement digne, qui est beau, qui est normalisant, ça va être un bon premier départ pour débuter ce parcours du combattant-là. Bon, Julie Coupal, comment on recueille 2,5 millions de dollars dans une communauté sur une période de 5 ans? Ça, c'est un défi en soi, mais comment on arrive à réaliser ça? Plusieurs étapes. Déjà, on a repoussé un petit peu le lancement officiel de la campagne, évidemment, avec la COVID qui était à nos portes. Par contre, on a commencé à cogner à des portes dans les mois passés, puis la réponse, elle est très bonne. Donc, je pense que comment on le fait, c'est de prendre le temps d'aller rencontrer les gens un à un, de leur expliquer c'est quoi le projet, c'est quoi l'impact. On va évidemment, à partir d'aujourd'hui, mettre encore plus d'emphase sur la communication en lien avec le projet. Donc, il faut qu'on sensibilise les gens. Il faut que les gens soient conscients que si on veut apporter
des infrastructures qui vont ailleurs pour en faire plus pour nos soins de santé ici, bien, il faut que tout le monde y contribue à la hauteur de leurs moyens. Donc, évidemment, on a des gens qui font des dons majeurs. On en a déjà plusieurs qui sont confirmés. Donc, j'en suis très heureuse. Là, on lance la campagne avec à peu près 800 000 déjà dans nos poches. Mais il reste encore, évidemment, on est loin du 2,5. Il reste beaucoup de travail à faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est à partir d'aujourd'hui, aller voir les entreprises. On veut aller voir aussi le milieu politique pour leur demander de nous donner un coup de main. On espère être capable d'amasser un 2,5 millions de plus que ce qu'on amasse habituellement parce que les autres besoins sont encore là. Ils ne sont pas moins présents, même je dirais qu'ils sont encore plus qu'avant. Mais sinon, à cause de la COVID, on aurait un manque à gagner sur le 2,5 millions, on a toujours nos activités de financement régulières, là. Bon, et puis, Benoît Genot, avez-vous donc confirmation du reste de l'enveloppe? C'est-à-dire que si la Fondation arrive à vous donner 2,5 millions sur 5 ans, on dit que le projet est évalué à 6. Est-ce que vous avez un 3,5 millions de garantie de la part des instances du CIS de la Montérégie Centre? Oui, absolument. C'est une condition qu'on a remplie dès le début là, de nos engagements réciproques dans ce beau projet-là, qui, soit dit en passant, va s'échelonner sur 4 ans, en plusieurs phases. Quels sont les principaux travaux à venir selon votre échéancier? Évidemment, on veut rénover l'ensemble des chambres, les salles de bain, les espaces communs, les bureaux de consultation, mais aussi, et ce qui est très important, c'est le poste infirmier, qui est un lieu de travail névralgique pour nos travailleurs, parce que évidemment, on a la chance de travailler là, avec une équipe là, de médecins et de professionnels très qualifiés. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est un environnement de travail qui est optimal, ergonomique, puis qui va permettre d'offrir des soins là, en toute sécurité là, à nos patients. Bon, et puis, Dr Thuot, on parlait tantôt des bénéfices pour le patient d'avoir un environnement qui est propice. Et on parlait aussi de ces statistiques quand même assez importantes où on dit, bon, quand même une bonne partie de la population qui, un jour ou l'autre, va être aux prises avec un problème de santé mentale. Ça ne veut pas dire qu'on finit tous dans une hospitalisation comme telle, mais parfois, l'hospitalisation est nécessaire. Oui, en effet. Je suis contente du vent de changement en santé mentale où on parle davantage de façon ouverte de la santé mentale, ce qu'on appelle la déstigmatisation. Reste que parler d'une hospitalisation en psychiatrie, c'est pas comme parler d'un mal de dents. Hein? Puis, je pense que c'est notre rôle comme professionnel d'en parler davantage, de se faire porte-parole pour notre clientèle, là, pour nos patients qui n'auront pas nécessairement la voix là, pour en parler aussi facilement et défendre leurs besoins, leurs idées. Donc, ce projet-là est d'autant plus important de démontrer qu'un patient en psychiatrie est aussi important qu'un patient qui se présente pour un problème de santé physique. C'est vrai aussi que ça va aider les employés là, qui sont épuisés en santé mentale aussi, tout comme dans tout le réseau de la santé, la pandémie, on a dû se réajuster très rapidement. Et de proposer à toute l'équipe un milieu ergonomique qui est favorable pour garder nos professionnels en santé. Je pense que ça va faire une bonne différence. On sait qu'il y a une pénurie dans le réseau de la santé, mais je dirais qu'en psychiatrie, on est chanceux. Les gens veulent venir travailler au Richelieu. On a une bonne force d'attraction. Donc, un projet comme ça, c'est sûr que ça va nous aider à continuer sur cette lancée-là. Bon, Julie Coupal, allez-vous tenir des activités particulières au-delà de rencontrer les entreprises une à une? Est-ce qu'il y a des activités programmées au cours de ces 5 années pour justement contribuer à ce projet-là? Bien, pour le moment, on est beaucoup au niveau, parce que quand on parle d'activité là, et COVID, ça ne ouais. rime pas ensemble. Donc, pas de ce temps-ci, en tout cas. C'est ça. Fait qu'on a un plan de communication, évidemment, qui est échelonné. Là, on a la première année de planifier. On a une vidéo qu'on lance aussi aujourd'hui. On a beaucoup de personnes, des donateurs, des gens engagés qui vont témoigner de leur engagement et de l'importance de donner. Donc, pour le moment, c'est vraiment les actions qu'on fait. C'est au niveau de la communication et de la sollicitation au niveau des entreprises. On va avoir encore des activités de financement à la Fondation pour les fonds généraux pour nous aider à financer l'ensemble de nos projets, mais on n'a pas de planifié d'activités spécifiques pour le projet en santé mentale. Docteur Thuot, sentez-vous que les perceptions changent au fil des ans? C'est-à-dire que
santé mentale a souvent été le parent pauvre, surtout en Montérégie, densément peuplée. Puis en plus de ça, bon, toutes les causes sont bonnes, mais aujourd'hui, on en entend davantage parler. Des grandes entreprises comme Bell en font leur cause principale et autres. Bref, sentez-vous qu'il y a un changement de perception à l'égard de la santé mentale? Oui, certainement. Un peu comme tout le monde, je le ressens puis je le salue. Je pense que c'est un bon début. Reste que ça part de loin. Hein? Il faut pas lâcher, il faut continuer. Puis, si je peux me permettre, je trouve que la santé mentale, c'est quelque chose qui peut tous nous affecter. Hein? Ouais. C'est vrai que c'est fréquent. Je pense que le chemin qu'on peut avoir à faire, c'est pour des problèmes de santé mentale sévères, la schizophrénie, des maladies bipolaires sévères. Et c'est là toute l'importance, je trouve, de ce projet-là, une hospitalisation en psychiatrie. Ça peut être en partie aussi pour des problèmes de santé mentale qui sont très sévères. Ça, on n'en parle peut-être pas encore assez. Puis pourtant, l'importance est là aussi. Monsieur Genot, peut-être à vous le mot de la fin. On parle d'un environnement propice, oui, pour les patients, pour leur établissement, mais même pour vos propres employés, ça doit faire aussi une différence de travailler dans un environnement qui est plus propice pour eux-mêmes. Alors, vous avez absolument raison. Quand on travaille en santé mentale, et principalement quand on travaille dans un milieu fermé comme la psychiatrie, on est exposé à la détresse humaine du matin jusqu'au soir, ou même 24 heures sur 24. Les patients sont hospitalisés avec nous dans une durée moyenne de séjour de 15 jours. Alors, on a le temps de créer des liens, on s'attache aux gens, on veut qu'ils aillent mieux. Puis, je vous dirais que le niveau de bonheur de nos patients est proportionnel à ce qu'on vit par rapport à eux. Hein? Alors, pour nous, c'est important. Bien, à vous trois, merci infiniment. Puis donc, on invite la population et les entreprises au cours de ces 5 années donc, à contribuer à la Fondation Santé pour ce projet Bâtir ensemble un environnement propice au rétablissement en santé mentale. Donc, à vous trois, merci beaucoup. Merci, Éric. Merci, M. Latour. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Le premier versement de taxes municipales à Chambly a été reporté, donc une mesure d'allègement. Mais là, évidemment, le premier versement, même s'il est reporté, il faut le faire et c'est le premier, pas le premier, mais plutôt le 21 avril du côté de Chambly. Entre-temps, si vous avez des commentaires, des questions, des suggestions, vous pouvez toujours le faire, évidemment, par courriel en m'écrivant tout simplement à Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain.